Merci d'être présent pour ce webinaire sur la simplification des process de validation. Je suis Benjamin Guillerme, je suis directeur au sein de la société Axis Odyssey, donc société de conseil spécialisée dans la gestion du TNI, et je suis aujourd'hui accompagné de Julie Thibault. Bonjour Julie. Bonjour Benjamin, donc Julie Thibault, avant-vente chez KDS. Alors, on va tout de suite démarrer sur le programme qui s'annonce assez dense. Puisqu'on va avoir un agenda qui va tourner autour donc, du process de validation. On sait que c'est toujours un gros sujet dans les projets TNI. On va aujourd'hui partir d'abord d'un constat. Je pense que c'est bien d'établir les bases et de se dire voilà, de quoi on parle quand on parle d'un process de validation, quelles sont les problématiques, quelles sont les contraintes que l'on rencontre, quels sont tous ces éléments-là. On va ensuite étayer un peu les bonnes pratiques. Je pense que nous, au niveau de nos clients et également toi, au niveau de KDS, on a un certain nombre de recommandations à faire. Exactement. On va voir aussi qu'il y a des alternatives à la validation. Ça, c'est important de le préciser. Et on parlera ensuite d'un sujet qui est un sujet phare, qui revient aussi très généralement dans nos projets, qui est l'ordre de mission. Oui, effectivement. Gros sujet. Oui, gros sujet. Alors, on va démarrer par les constats et expliquer pourquoi ce sujet du workflow de validation, c'est un sujet qui revient tout le temps, c'est un sujet qui soulève énormément de problématiques et c'est un sujet qu'il est important de bien traiter. Les constats que l'on fait, généralement, que l'on rencontre au niveau de nos projets, au niveau de nos clients, et j'imagine toi aussi pour tes prospects, déjà, c'est que le premier constat, généralement, c'est qu'il y a un délai de validation qui est trop long. Ce délai de validation qui est trop long, on définira, Julie nous expliquera un peu à quel moment, quel est le seuil pour en fonction de ce qu'on se dit qui est trop long ou pas. Comment ça se matérialise? Ça se matérialise sur la note de frais par un délai qui peut engendrer parfois une conséquence sur la trésorerie du collaborateur. Ça, c'est jamais très agréable. Hein. On rappelle quand même que le déplacement professionnel, ce n'est pas pour le plaisir que le collaborateur le fait. Donc, s'il y a des contraintes là-dessus, c'est compliqué. Et sur la partie travel, sur la partie réservation, le délai de validation trop long ne permet pas forcément d'accéder aux meilleurs tarifs. Tout à fait. Donc, c'est un sujet qui revient souvent, les délais de validation. Donc, on essaye d'expliquer qu'effectivement, il ne faut pas qu'il ne soit trop long, et d'autant plus sur la partie voyage, parce que nous avons des obligations de la part des compagnies aériennes d'émettre les billets, dans la majorité des cas, et en tout cas pour les tarifs les moins chers, sous 24 heures. Donc, ce qu'on va conseiller, nous, à nos clients, c'est effectivement d'essayer de le réduire à 24 heures pour s'assurer d'avoir le meilleur tarif et surtout de le garantir. Ouais. Cette problématique est différente sur la partie note de frais, puisque finalement, il n'y a pas d'obligation d'émission, mais plutôt de se fier aux campagnes de règlement. Donc, ce qui va se passer souvent, c'est que la validation est plutôt en phase avec là où les campagnes de règlement qui sont prévues dans le mois par l'entreprise. Faut bien garder en tête que 24 heures, par exemple, sur la partie travel, ça peut paraître court, mais c'est quelque chose où on le verra, il y a des alternatives. Il y a un deuxième constat aussi que l'on fait, c'est que souvent on va tomber sur des valideurs qui sont déresponsabilisés. Comment ça se matérialise? Très simplement, en fait, on va se rendre compte qu'en fait les gens valident systématiquement sans regarder. Donc ils savent qu'ils ont cette validation à faire, mais ils ne vont pas prendre le temps de le faire. Plusieurs raisons à cela. On va prendre un exemple, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une société qui aurait énormément de niveaux de validation. Moi, si je suis valideur, si je me dis qu'il y a déjà 3 personnes en dessous de moi qui ont validé ou 2 personnes après moi qui vont valider, je vais me poser la question de la valeur, moi, de ma validation. S'il y a déjà 2 personnes qui ont validé, je n'ai pas de raison, moi, a priori, de refuser. Ou s'il y a d'autres personnes après moi qui valident, écoutez, s'il y a un problème, c'est eux qui réagiront là-dessus. On va aussi tomber sur le cas des tâches trop chronophages par rapport au niveau de responsabilité de la personne. Lorsque le valideur va être trop haut dans l'entreprise ou va être à un niveau hiérarchique assez important, on va se rendre compte que la validation, c'est quelque chose qui prend du temps quand on veut le faire correctement, c'est-à-dire d'analyser ce qui a été pris ou réalisé par le collaborateur. Si je reprends l'exemple d'une réservation de voyage, je vais vouloir regarder quelles étaient les alternatives, est-ce que la personne est bien dans les clous de la politique voyage, etc. Et ça prend du temps lorsque je veux vraiment assumer moi mon rôle de valideur. Et du coup, en fonction de mon niveau de responsabilité, c'est quand même quelque chose de très chronophage. C'est pas ce que l'on va demander à un certain niveau de responsabilité. Il y a un quatrième sujet qui, pour le coup, là, va être quelque chose également qui revient énormément. C'est le sujet de la délégation de la validation. Donc là, on sait qu'on n'y coupe pas. On fait souvent des ateliers dédiés là-dessus pour savoir quelles sont les raisons, quelle est la politique de la société sur la partie délégation.
Effectivement, donc moi je suis avant-vente chez KDS et effectivement dès l'avant-vente, on le voit au travers des questions des prospects, c'est s'assurer qu'un outil va permettre de gérer la délégation. Il faut quand même pas oublier que la délégation doit rester quelque chose d'exceptionnel, exactement, qui serait lié à des absences, donc des congés ou maladies, enfin vraiment des absences courtes. Il ne faut pas rendre la délégation comme quelque chose de systématique. L'idée, ce n'est pas de déresponsabiliser la personne qui doit valider. Je veux dire, la délégation, c'est vraiment quelque chose que l'on donne que pour des cas très spécifiques en termes d'absence. Donc ça, c'est très important et je ne suis pas sûre que les entreprises aujourd'hui aient cette conscience de la délégation puisque c'est vraiment demander, c'est s'assurer que quelqu'un peut arriver derrière une autre pour pouvoir valider. C'est vrai qu'il faut se poser la question de se dire à quoi bon définir des règles dans l'entreprise si au final je peux déléguer je peux tout le temps déléguer et finalement ce n'est jamais le valideur naturel, on va dire, celui qu'on va appeler le valideur naturel, c'est-à-dire celui qui aurait été défini par défaut par l'entreprise, qui valide. Quel est le sens, quelle est la valeur de cette validation? Et ça, c'est important. Dernier point sur la complexité et l'opacité du circuit de validation, ça aussi c'est quelque chose d'important. On va se rendre compte que au niveau des entreprises, généralement, il y a une volonté de simplification du workflow de validation. Nous, on le voit quand on arrive sur des projets, généralement, on nous explique que la validation, c'est très simple. Chez nous, vous allez voir, c'est limpide. Et puis finalement, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a des exceptions, qu'il y a des conditions, qu'il y a des si à droite et à gauche. Et il faut bien se rendre compte de quelque chose, c'est qu'à partir du moment où ce process de validation, il est complexe, où il devient opaque par rapport au collaborateur, qui doit se poser la question, qui se dit, alors si je suis dans tel cas, c'est telle personne, si je suis dans tel cas, c'est telle personne, etc. Ça va entraîner, de l'opacité pour le collaborateur, c'est-à-dire qu'il ne va pas savoir, en fait, qui doit valider, quelle est la vraie politique de l'entreprise. Et le deuxième élément, et on en parlera tout à l'heure, ça va être sur la complexité de maintenir cet environnement qui est complexe et de se dire, en fonction de mes conditions, en fonction de cette complexité du workflow de validation, est-ce que j'ai la bonne information dans l'outil? Oui, non, je suis complètement d'accord avec ça et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qu'on voit également avec nos clients et nos prospects. C'est vrai qu'ils attendent d'un outil, malgré tout, qui puisse simplifier le cycle de validation. Donc, bien souvent, on part sur une feuille avec un workflow, donc un cycle de validation très complexe. Et finalement, le client va nous demander quelles sont les bonnes pratiques pour le simplifier. Donc, c'est quelque chose qui revient et qu'on prend plaisir, effectivement, à faire, à accompagner les clients, parce que effectivement nous aussi en tant qu'éditeurs, on aime bien simplifier les cycles de validation. Ouais, c'est sûr que, en tout cas, on va venir après sur les bonnes pratiques. Ce qui est sûr, c'est que la bonne pratique, ce n'est pas le management par l'exception. Ça, je pense qu'on sera complètement d'accord là-dessus. Avant de passer aux bonnes pratiques, juste un petit point, puisque je vois qu'il y a pas mal de personnes qui nous ont rejoints, pour préciser que on garde du temps à la fin avec Julie pour répondre à vos questions. Des questions que vous pouvez poser tout au long de la session. Vous avez une petite chatbox, je crois que c'est en bas à gauche de votre écran, avec un chat au cours dans lequel vous pouvez poser des questions. Et nous, on prendra le temps à la fin. On a prévu un petit créneau avec Julie pour pouvoir y répondre. Donc, on redescendra au fil de l'eau. Donc, vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau et on prendra le temps d'y répondre et de revenir dessus avec Julie en fin de session si vous en avez besoin. Le bilan de tout ça, le bilan de tous ces constats, c'est qu'à un moment donné, mettre une validation, c'est bien, mais en fait, en fonction de tous les constats qu'on fait, finalement, cette validation, elle va perdre un peu de sa valeur, et finalement, elle devient une contrainte à la fois pour le collaborateur, puisque derrière, il a des délais de validation qui sont trop longs, il doit se poser la question de qui valide, etc. Et également pour les valideurs, et même plus généralement au niveau de l'entreprise, puisqu'il faut se poser la question de se dire, quel est mon rôle? Alors, il y a des bonnes pratiques, on va essayer de les détailler un petit peu. En reprenant un petit peu les constats qui sont faits, déjà, le workflow d'approbation, il faut qu'il soit court. Le plus court possible, ça c'est quelque chose de fondamental. Tu en as parlé tout à l'heure, Julie, sur la partie aérien. Les tarifs les plus attractifs ont une durée de validité qui est très courte. Donc forcément, si mon collaborateur sélectionne un tarif et que son valideur met 1-2 semaines pour valider, ce tarif potentiellement n'est plus disponible. Tout à fait. Et c'est vrai que les clients n'ont pas forcément tous conscience de cela. Donc souvent, on a un groupe au sein de l'entreprise qui a quand même conscience de la validité des tarifs imposés par les compagnies aériennes. Donc souvent peut-être les travel managers ou les grands voyageurs, mais tout le monde n'a pas cette même conscience.
Et c'est vrai que effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas compris. Je veux dire, encore hier, je l'ai exposé à un prospect, et c'est vrai que réduire à 24 heures, c'est pas forcément quelque chose qui est compris. Donc on essaye, c'est vrai, on essaye de, voilà, c'est bizarre, on essaye de l'expliquer au maximum, et c'est vraiment quelque chose qu'on fait avec nos prospects et nos clients, c'est expliquer qu'en tout cas pour les tarifs les moins chers, donc c'est-à-dire qu'on appelle le best buy, il faut s'assurer d'avoir un cycle, un délai de validation de 24 heures maximum si on veut garantir le tarif. Ouais, ça c'est fondamental, et tu fais bien de le préciser. En fonction des personnes qui sont impliquées dans le projet, c'est potentiellement des fois une contrainte que l'on ne connaît pas, puisque c'est quand même quelque chose qui est assez métier, on va dire ça comme ça, c'est une contrainte du secteur pour lesquelles potentiellement l'outil ou les process ne peuvent rien, et du coup il faut avoir cette connaissance, il faut avoir cette information, de garder en tête que les tarifs peuvent évoluer, ou les meilleurs tarifs ont des délais de validation très courts. L'autre point pour garder en fait pour inciter à avoir un process de validation qui soit le plus court possible, c'est tout simplement en se posant la question côté utilisateur. D'un point de vue expérience utilisateur, si je fais l'effort d'être dans les clous, si je fais l'effort d'être conforme aux règles que l'on me donne, moi j'ai besoin aussi d'avoir la sécurité, la garantie d'avoir mon déplacement, d'avoir ma réservation, etc., ou même mon remboursement qui soit fait dans des délais qui soient corrects. Si je respecte toute ma politique voyage, que je prends quelque chose, le best buy, comme tu l'expliquais, etc., et que finalement, il me faut 2 semaines pour avoir mon vol ou mon déplacement validé, ça ne me permet pas d'être serein et de pouvoir prévoir mon organisation sur place pour les raisons de mon déplacement. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental aussi. Bien se poser la question, côté expérience utilisateur, quelle est la bonne pratique? Et le dernier point, on en parlait sur la partie note de frais, attention aux impacts sur la trésorerie du collaborateur. Il y a... alors peut-être que beaucoup parmi vous ont des cartes sociétés avec des débits différés. Donc là, ça laisse un peu plus, je dirais, de marge au niveau du collaborateur, même si c'est pas extensible à l'infini. Mais pour celles et ceux qui n'en ont pas, il ne faut pas oublier qu'en fait, c'est plus ou moins une avance que le collaborateur va faire sur les frais qu'il va dépenser en mission. Et donc, ça va lui creuser un trou à lui dans sa trésorerie propre. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. À un moment donné, tu disais, il y a en fonction des entreprises, des cycles de remboursement qui peuvent varier, parfois qui sont sur la paye, donc ça veut dire une fois par mois. Attention, le délai de validation trop long, ça peut entraîner un décalage sur la paye d'après. Là, on peut avoir des décalages qui vont être de 1 mois et demi, 2 mois, en fonction de la date de la dépense. Ça peut être non négligeable en termes d'impact pour le collaborateur. Autre bonne pratique, l'approbateur doit faire sens. Ça, c'est fondamental aussi. Si je nomme un valideur dans mon process de validation, si je donne le pouvoir à quelqu'un de valider ou de refuser un déplacement ou une note de frais, il faut qu'il ait la légitimité pour le faire. Donc, ça rejoint un petit peu la problématique qu'on remontait tout à l'heure pour la délégation, et de se dire, à partir du moment où n'importe qui peut valider, parce que je peux nommer n'importe qui comme délégué, finalement, quel est le sens que je donne? Est-ce que la personne qui refuse, elle a vraiment la légitimité ou le mandat pour le faire? Et ça, c'est quelque chose de très complexe. Et donc le besoin d'information, alors là ça va plutôt toucher une typologie de personnes, donc plutôt les directeurs, c'est ce besoin d'avoir en plus des validations, du reporting sur la validation. Donc c'est vrai qu'avec Néo, notre outil donne la possibilité d'accéder à un reporting, d'exporter des rapports sur la validation, donc des rapports qui vont contenir un certain nombre d'informations qui vont pouvoir être analysées, comme la typologie des voyages, la conformité, la non-conformité, les coûts, mais également les délais de validation et le qui a validé. Également, toujours pour la délégation, ça permet de s'assurer que la bonne personne a bien validé. Information importante à capturer. Voilà, information importante à capturer. Donc ces rapports vont pouvoir s'exporter à une fréquence qui sera choisie par l'entreprise. Ça peut être tous les jours, ça peut être toutes les semaines, ou ça peut être mensuel. Donc ça, c'est vraiment un choix, et ça va plutôt effectivement concerner les directeurs, directeurs de BU, directeurs de CID, pour pouvoir avoir un bon complément à la validation et analyser les comportements. Donc c'est important d'analyser justement les comportements et le respect des processus de validation pour pouvoir mettre derrière des actions. En termes d'action, effectivement, c'est là où on va pouvoir se dire à un moment donné, est-ce que j'ai besoin de plusieurs niveaux de validation, et on le verra après, ou est-ce que simplement la notification suffit? Donc c'est ce type de comportement qu'on va pouvoir analyser au sein de ce reporting. Exactement. Ouais. Je reviens sur ce que tu disais, parce que c'est vraiment fondamental. Il faut complètement décorréler
le besoin d'information, le besoin de validation. Le besoin de validation, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir un contrôle, quelque chose où on veut vérifier une information, on veut vérifier que je suis bien dans la politique de l'entreprise, ou je veux contrôler quelque chose. Le besoin d'information, ça doit être traité en dehors du process de validation. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne suis pas dans le contrôle, je suis dans l'analyse. Il y en a un qui est a priori et l'autre qui va être a posteriori. Et ça, c'est très important et c'est fondamental de bien le préciser. Le fait de vouloir traiter l'information dans le workflow de validation, ça va tout simplement en fait complexifier, ça va rallonger le workflow de validation et on va retomber sur les constats que l'on faisait avant, de se dire est-ce que mon valideur il est au bon niveau, est-ce que je rajoute pas des étapes et du coup je déresponsabilise le premier valideur, etc. Et ça c'est fondamental. On en parle, les process qui sont trop complexes, quelque chose qui est très important, un peu un mojo à avoir. Si c'est trop compliqué à expliquer, c'est que c'est probablement trop compliqué à maintenir aussi. Le workflow, il doit être simple. C'est-à-dire qu'un collaborateur à qui on va expliquer quel est le workflow de validation, quel est le process de validation, il faut qu'il soit capable de le saisir rapidement. S'il commence à se poser plein de questions ou autres, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le collaborateur, encore une fois, quand il se déplace, quand il va faire sa réservation, quand il va faire sa note de frais, c'est pas par plaisir, c'est une contrainte. Il faut garder ce principe-là en tête, c'est important. À partir du moment où c'est une contrainte, il faut que ce soit simple. Il faut que cette contrainte, elle soit simplifiée au maximum. Donc, s'il doit se poser plein de questions sur qui valide, comment, combien de temps, etc., c'est que c'est quelque chose de très compliqué. Connaître les subtilités internes, c'est pas son rôle. Moi, si je suis voyageur, c'est pas mon rôle de tout connaître. Moi, j'ai juste besoin que ce soit le plus simple pour moi. Le deuxième point, c'est qu'à partir du moment où on complexifie le workflow, et ça c'est quelque chose, comme tu disais, à mon avis, que tu rencontres aussi en avant-vente, quand on arrive sur la gestion des exceptions, ou quand on arrive quand tu dessines justement ton workflow et que tu te rends compte des différents cas, eh bien, il faut bien garder en tête que chaque condition que l'on va mettre dans son workflow, c'est quelque chose où il va falloir que l'on ait une donnée derrière. Et cette donnée, elle doit être propre. Je vais prendre un cas très simple que je pense que tu rencontres sur plein de tes clients. Quand j'impute sur un centre de coût, c'est quelqu'un. Quand j'impute sur un projet, c'est quelqu'un d'autre. Eh bien, cette donnée, elle doit exister. Ça veut dire que être capable d'identifier la première personne sur le centre de coût, il faut être capable d'avoir cette information. Quand j'impute sur un projet, si je veux par exemple que ce soit le responsable du projet, il faut aussi que cette information, elle sorte de quelque part. Et quand cette information, elle sort, il faut qu'elle soit propre. Il faut qu'elle ait été entretenue. On se rend compte souvent, en tout cas nous, chez nos clients, qu'il y a souvent cette volonté de vouloir essayer d'apporter le meilleur valideur en fonction de ce qui doit être validé, mais que la qualité de la donnée qui est utilisée pour ça, souvent, c'est un petit peu plus compliqué à avoir. C'est très important la qualité de la donnée, donc je vais rebondir sur ce point. C'est vrai que ces bonnes pratiques, nous, on les décline pendant nos phases projet. C'est vraiment des phases qui sont clés pour la bonne utilisation d'un outil et des cycles de validation. Donc, on va mener 2 ateliers clés, en plus de plein d'autres ateliers, bien évidemment, mais 2 ateliers clés. Le premier, c'est un atelier sur l'intégration des données. Donc, l'intégration de la base RH, mais également les liens hiérarchiques à mettre en place. Donc, il faut effectivement que la structure à ce niveau-là, elle soit claire, la structure de l'organisation. Le deuxième atelier qui va être clé, ça va être un atelier sur les cycles de validation. J'en ai parlé tout à l'heure. Souvent, on part un peu d'une feuille blanche. On essaye de comprendre la complexité des cycles de validation et on essaye d'amener le client vers quelque chose de plus simple. À se poser les bonnes questions. À se poser tout à fait, à se poser les bonnes questions, puisque l'idée, c'est quand même de prendre en compte les besoins du client. Donc, il ne faut pas oublier la base qui est donc d'avoir le besoin de nos clients qui soit dans un outil, ça c'est sûr. Mais il faut effectivement que la structure soit claire au niveau des liens hiérarchiques pour que justement le cycle de validation puisse fonctionner, mais pas qu'en phase projet, pendant toute la durée de vie de l'outil et que ça puisse être maintenu de manière simple, que ce soit fluide. Voilà. Très bien. Moi, je suis entièrement en phase avec ça et je pense que c'est fondamental. Et on va y revenir un petit peu plus tard. Et on le précisait déjà tout à l'heure. Ne pas arriver avec quelque chose de tout fait et bien avoir le client qui se pose les bonnes questions parce que chaque workflow doit être aussi adapté en fonction d'un certain contexte. Je vois qu'on est maintenant un peu plus d'une vingtaine de personnes sur ce webinaire. Donc déjà, merci beaucoup à vous de vous être connectés. Je rappelle qu'on garde du temps à la fin avec Julie pour répondre à vos questions. Vous avez une petite chatbox en bas à gauche qui vous permet, si vous le souhaitez, de poser des questions. Donc n'hésitez pas à les poser dès maintenant. Comme ça, dès la fin du webinaire, avec Julie, on pourra y répondre. Toujours sur les bonnes pratiques, tu en parlais tout à l'heure, il y a plusieurs options qui sont possibles. Donc,
deux options importantes, soit une notification, soit ce qu'on va appeler une approbation bloquante. Donc le fait d'avoir une action du valideur pour dire j'autorise ou pas ce déplacement ou je valide ou pas cette note de frais. La vraie différence, elle va se faire au niveau, je pense que tu es d'accord avec moi, sur la maturité de l'entreprise et sur l'analyse qui va être faite de leur déplacement. Pour que la notification elle soit efficace, pour qu'on puisse la mettre en avant, il faut déjà avoir analysé que le taux de refus soit faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si on se rend compte qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez une validation bloquante et que dans 99,9% des cas, eh ben, en fait, vos déplacements, ils sont toujours validés, il faut se poser la question de quelle est la valeur de cette validation. On en parlait tout à l'heure. Le valideur, il va être déresponsabilisé à partir du moment où, en fait, il valide, je dirais, systématiquement sur le bouton approuver. Quel est l'intérêt du temps qu'il va prendre à faire ça? Quelle est la valeur ajoutée? Contrairement à l'approbation bloquante, où là, on va justement être dans une volonté de responsabilisation du valideur. Donc, on va vouloir dire, attention, vous êtes responsable ici, et c'est très important. Et donc ça, c'est différentes politiques au niveau de l'entreprise. Je dirais qu'une entreprise qui va déjà avoir analysé un petit peu ses dépenses, qui va être capable d'avoir déjà une responsabilisation de ses managers, va plutôt se tourner vers de la notification. Une entreprise qui va vouloir être plus sur de l'approbation bloquante, c'est une entreprise qui va vouloir légitimer, assurer un pouvoir à ses valideurs et de dire, attention, vous êtes responsable derrière. Dans les deux cas, de toute façon, il faudra du reporting. Tu en parlais tout à l'heure, hein, l'analyse, elle est fondamentale. Je dirais que dans la partie notification, par contre, le reporting, il est d'autant plus important parce qu'il faut s'assurer que ce qui a été juste notifié reste bien dans les clous. Exactement. Donc, je vais commencer par le troisième. Effectivement, le reporting et l'analyse des comportements, justement, va pouvoir nous contenter à mettre ou pas de la notification en place. Effectivement, si le taux de refus est faible, une entreprise va être poussée à mettre de la notification un peu plus que de l'approbation bloquante. Donc, effectivement, c'est la maturité de l'entreprise, mais pas que. Hein, c'est aussi le contexte du voyage qui va faire que l'on va choisir l'un ou l'autre ou les deux. On a des sociétés qui mettent en place que de la notification et qui effectivement font du reporting pour analyser. Et on en a d'autres qui vont mettre notification pour tout ce qui va être national en Best Buy, des voyages plutôt simples, et qui vont mettre en place une approbation bloquante plutôt pour ce qui est non conforme, au-delà d'un certain coût. Donc voilà, donc c'est vraiment des comportements qu'on retrouve dans la majorité de nos configurations. Ouais. De toute façon, les options, elles vont être assez simples. Et je dirais qu'entre la notification et l'approbation bloquante, voilà, il n'y a pas non plus des milliards d'autres choses. Juste pour préciser, par contre, que l'approbation bloquante, elle peut aussi être conditionnelle. C'est-à-dire dans certains cas. Par exemple, la conformité ou non d'un voyage, etc. Conformité. Et il ne faut pas non plus démultiplier les niveaux à ce niveau-là. Bien sûr. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Dès qu'on commence à avoir 2, 3 niveaux, quel est l'objectif, quelle est la valeur ajoutée de chacune de ces validations? Alors, en fait, on en parlait, donc il y a de la notification ou de la validation. Après, il faut savoir aussi à qui on s'adresse. La validation ou la notification, quelle est la personne qui va recevoir ou qui va devoir faire l'action? Plusieurs écoles, je dirais que dans un premier niveau, on va avoir deux approches, entre guillemets, qui s'opposent. Une qui va être sur le responsable hiérarchique ou sur le responsable budgétaire. C'est quelque chose, ça c'est je dirais c'est un peu le choix de Sophie que l'on rencontre assez régulièrement dans nos projets. Le responsable hiérarchique, ça va être sur une approche RH de la validation. Cette approche RH, elle veut dire quoi? Elle veut dire, de toute façon, si mon collaborateur doit se déplacer, c'est qu'il y ait une raison d'un point de vue business. Donc, j'ai presque envie de dire, le coût vient en deuxième par rapport à l'impératif business, et du coup, moi, en tant que N+1, je vais valider ou je vais être notifié du fait qu'une personne de mon équipe s'est déplacée ou n'est plus présente. Dans le deuxième cas, sur l'approche finance, là, on va vraiment raisonner sur l'estimation budgétaire, s'assurer qu'on reste bien dans les clous du budget qui a été alloué sur nos centres de coûts, sur nos projets. Et du coup, on va vraiment être ici sur une approche qui va être purement budgétaire, purement financière. Les deux approches, on va dire que c'est généralement celle qu'on va retrouver en 95% ou 99% des cas. Gardons en tête qu'au niveau de la qualité des données, généralement, ce que l'on constate, c'est que la donnée RH, elle est souvent un peu mieux maintenue que la donnée, on va dire, purement finance, c'est-à-dire aller chercher le bon responsable du centre de coût ou aller chercher le bon responsable du code projet. Souvent, c'est un peu plus compliqué à aller chercher ou c'est un peu plus compliqué d'avoir une donnée bien maintenue sur cette partie-là.
Deuxième axe, on va plutôt parler sur les exceptions. Donc là, on va dire quelqu'un qui serait en dehors de la politique voyage ou qui se déplacerait dans une zone à risque ou autre. Là aussi, pareil, deux écoles. Soit on a un département ou un rôle de travel manager qui est affirmé au niveau de l'entreprise, qui est légitimé. Et dans ces cas-là, on va être sur une approche vraiment TNI où, avec un département, je dirais, qui apparaît dans la culture de l'entreprise et qui va permettre du coup cette validation homogène des exceptions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit le département de rattachement du collaborateur, qu'il soit finance, achat, un commercial ou autre, si je suis en dehors de la politique voyage, si c'est toujours la même personne qui arbitre, globalement, ça va garantir une certaine équité au niveau du traitement, alors que si c'est pas le cas, par exemple dans le deuxième cas, pour les N+2, N+3, N+10, on ne sait pas, et en fait on va se rendre compte que ça peut vraiment être différent d'un département à l'autre. Donc, l'approche Travel Manager, elle a une approche avec une vision plus globale au niveau de l'entreprise pour assurer cette homogénéisation. En revanche, elle nécessite quand même une légitimité du rôle du Travel Manager. Pour ce qu'on disait tout à l'heure, un valideur, il doit avoir le mandat d'autoriser ou de refuser une demande. Donc, si on estime que le Travel Manager, il n'a qu'un petit rôle ou que c'est pas grand-chose dans l'entreprise, ça va être compliqué de lui donner ce mandat-là par rapport au N+2 ou N+3. Le N+2, N+3, l'homogénéisation, elle va avoir lieu, mais moins au niveau de l'entreprise, plutôt au niveau du service, du département. Donc, avoir cette partie-là pour la gestion des exceptions, c'est également une partie importante lorsqu'on design le workflow. Tout à fait. Maintenant, on va voir les bonnes pratiques des workflows. Voilà. En gardant en tête que il n'y a pas un workflow standard qui s'applique à toutes les entreprises, qui sera le workflow parfait, etc. Je pense qu'on l'a assez répété déjà avec Julien, on a bien insisté dessus. Le workflow, il y a des bonnes pratiques, le workflow qui soit court, etc. Mais le point important, le premier point, le point fondamental, c'est que le workflow, il doit être adapté à l'entreprise à laquelle il s'applique. Donc, en fonction de la maturité de l'entreprise, en fonction de la politique de l'entreprise, de sa stratégie, le workflow, il va être différent. Ses destinations, effectivement, son business, ça va vraiment être différent aussi. Sur la partie travel, on va avoir un workflow qui va être assez simple. La personne, le voyageur, va réserver son voyage. En fonction, on le disait tout à l'heure, validation ou notification du N+1. Voilà, généralement, on va être plus sur cette approche-là. On va plus mettre en avant l'approche RH, l'approche N+1 que l'approche finance. Tout simplement parce que c'est plus simple aussi à capturer. Et on va se dire que si c'est conforme, si je suis un bon élève, alors à ce moment-là, le voyage est directement confirmé. Si je suis non conforme, on va avoir deux cas, c'est ce qu'on expliquait avant, soit une validation N+2 ou N+1 si par exemple on était dans le cas d'une notification du N+1, on pourrait dire je suis notifié si c'est conforme, je valide si c'est non conforme, avec le risque dans ces cas-là de se dire que si 95% de mes collaborateurs prennent du conforme, quand un des collaborateurs va prendre du non conforme, il faut moi que j'ai le réflexe de penser à valider et de me dire que ce n'est pas une simple notification. Ça, c'est important aussi à dire. En termes de change, de communication, c'est important. Ou alors du travel manager, c'est ce qu'on expliquait juste avant, de garantir cette homogénéisation. Dans le cas de la note de frais, on va être sur quelque chose qui est moins conditionnel. Validation, donc le collaborateur va soumettre sa note de frais, ça va être validé par le N+1, un contrôle comptable et ensuite le remboursement. Je tiens par contre à préciser quelque chose de fondamental, très 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 important. C'est le rôle de ces deux validations. On a deux niveaux de validation, mais l'objectif n'est pas du tout le même. Quand on parle de la validation du N+1, on va être sur la validation, je dirais, de l'engagement des dépenses qui a été fait. On va valider que oui, si la personne, c'est normal qu'elle prenne un taxi ou qu'elle invite tel ou tel client, etc. Quand on est sur la partie contrôle comptable, on est vraiment sur la partie légale, les justificatifs, est-ce que je reste bien dans les clous de ce qui était prévu, etc. C'est important, pourquoi? Parce qu'un discours qu'on va souvent entendre dans l'entreprise, c'est moi en tant que N+1, il faut aussi que j'ai accès aux justificatifs. Ben non. En fait, le contrôle des justificatifs, c'est la deuxième étape, c'est celle du contrôle comptable. Pour revenir à un des constats qu'on faisait au début, il faut bien garder en tête qu'en fonction du niveau de la personne, il ne faut pas que la validation elle soit trop chronophage. Si on commence à demander au N+1 non seulement de faire le contrôle au niveau des dépenses qui ont été engagées et aussi au niveau d'aller vérifier les justificatifs, etc. La TVA, etc. Ça prend trop de temps.
ça prend trop de temps, ça devient trop chronophage pour le N+1, ça rallonge le délai de validation du collaborateur et ça dévalorise finalement le contrôle comptable derrière. Donc, le workflow, il est assez simple, mais le rôle est important à rappeler. Julie, toi, tu veux nous parler d'un autre sujet qui est fondamental et qui est très souvent discuté, qui est l'ordre de mission. Tout à fait. Donc, comment simplifier un processus de validation quand on a un ordre de mission en place? Donc, c'est le sujet qu'on va aborder maintenant. Donc, je vais vous donner un petit peu d'historique pour que vous puissiez déjà comprendre à quoi sert l'ordre de mission dans une entreprise. Donc, historiquement, c'est un document, un formulaire qui permettait de valider un objet de mission avant même de créer une réservation. C'est également un document qui permet d'ouvrir des droits d'indemnité et de valider un engagement de dépenses lié à une future mission. Et troisième point, ça permet d'ouvrir des droits assurantiels parce qu'on sait que les sociétés ont une obligation en termes de RSE de déclarer les déplacements de ses collaborateurs et de leur porter assistance. Ce qu'on appelle le fameux duty of care. Exactement. Donc ça, c'est un petit peu le contexte de l'ordre de mission, donc à la base. Donc majoritairement, les sociétés qui utilisent un ordre de mission, ce sont les établissements publics qui ont une comptabilité publique. Donc ces sociétés se sont soumises à ce processus d'ordre de mission perçu comme nécessaire pour déclencher et autoriser l'engagement de dépenses. Donc même si c'est légitime de percevoir ce document comme tel, ça reste quand même un processus d'achat très traditionnel avec quelques contraintes. Et ce n'est peut-être pas la seule façon de faire ni la plus efficace, justement en lien avec la validation, toujours. Il existe des manières plus simples de procéder et plus modernes. Donc on va voir un petit peu les différentes contraintes qui sont liées à l'ordre de mission. Donc malgré l'ordre de mission, donc la première contrainte que l'on peut mentionner, c'est le fait que la validation de ce document va se faire sans coût réel de la mission. Ce sont que des estimations. Donc la visibilité n'est pas entière lors de la validation. On a uniquement les informations sur la destination, l'objet de la mission, pardon. Mais voilà, il va nous manquer un certain nombre d'informations. Ce que tu veux dire par là, c'est qu'on n'est pas sur quelque chose qui a été déjà dépensé, qui est constaté ou sur lequel on a le prix réel. On est vraiment sur il nous manque le contexte. C'est ça. Voilà, ce qui va nous manquer, c'est le contexte. Les éléments qui sont manquants, c'est le contexte de la mission, c'est-à-dire avec quelle compagnie je voyage, à quelle heure, pour quelle destination, éventuellement avec qui. Donc, ce sont des informations qui peuvent être intéressantes pour l'assurance et qui sont même demandées par l'assurance. Donc, ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément connues, mais qui peuvent être des contraintes quand on utilise un formulaire avant même de réserver et de contextualiser la réservation. Troisième chose, donc, c'est qu'effectivement, ça va nécessiter double, voire même triple validation, puisque un ordre de mission, si on part du principe que c'est un document un petit peu annexe à la réservation, alors que ce soit en ligne ou en ligne, peu importe la manière dont on l'utilise, ça va nécessiter une validation, des fois déjà à deux niveaux. On va avoir effectivement la validation d'un ordonnateur, puis d'un payeur, et à ce stade, on n'a encore pas réservé de service, on n'a encore pas soumis de note de frais. Donc, quand on imagine qu'après l'émission de ce document, on va effectivement créer un voyage, soumettre un voyage, et au retour de ce voyage, on va aussi soumettre une note de frais. Donc, on va démultiplier les cycles de validation. Et d'autant plus si on n'a pas encore simplifié nos process de validation comme on vous l'a... Ça s'allonge. Voilà, ça s'allonge d'autant plus. Et donc, on en arrive au quatrième point qui fait qu'effectivement, ce processus va allonger le circuit de validation, va diminuer l'anticipation qui est aujourd'hui nécessaire pour avoir les meilleurs tarifs avec les compagnies aériennes et même les compagnies ferroviaires et surtout les garantir. Donc, ça va être effectivement un certain nombre de contraintes qu'il faut prendre en compte. Et encore une fois, il existe des solutions plus modernes. Donc, on va le voir sur l'étape d'après. En termes de solutions plus modernes, effectivement, nous, on a un outil qui s'appelle NEO et qui va permettre, au travers d'un seul et même document, de générer un numéro d'ordre de mission qui sera important pour la société, mais d'avoir un contexte, c'est-à-dire d'avoir des services réservés dans cet ordre de mission. Donc, on va appeler ça l'ordre de mission valorisé. On peut aussi ne pas le valoriser, si on imagine que la mission est à Paris et que ma société est à Paris, j'ai juste besoin de déclarer que je vais en mission, on peut tout à fait ne pas ajouter de service. Juste pour assurer le côté assurantiel, du coup. C'est ça, c'est juste pour le côté assurantiel. Mais dans la grande majorité des cas,
On sait qu'il va y avoir des services, que ce soit un hôtel, que ce soit un taxi, que ce soit une location de voiture, un restaurant. Néo va avoir justement cette capacité d'intégrer les services réservables. Et donc, le fait d'avoir dans Néo le numéro d'ordre de mission, les services réservables en même temps, on va générer un seul cycle de validation. Voilà, donc ça, c'est quand même un point important. Cette validation, elle va être globale parce que notre outil, donc porte-à-porte, disponible dans Néo, va également calculer les dépenses estimées, les fameux coûts, les faux coûts, enfin les coûts cachés, on va dire, qui sont les frais de bouche, qui sont les tickets de métro, qui sont les équipements IT. Enfin, il peut y avoir des tas de coûts qui ne sont pas estimés au préalable. Et donc, du coup, Néo va avoir cette capacité d'avoir et des services réservables, que ce soit, comme j'ai dit, un transport, taxi, hôtel, location de voiture, train, mais également ces fameux coûts de frais de bouche, par exemple. Les coûts cachés, du coup, c'est ceux où tu vas te dire, quand moi, je vais avoir un collaborateur qui va me dire, je vais à Londres pendant 3 jours, le coût du déplacement, c'est pas uniquement le coût de mon Eurostar, c'est également tout ce qu'il va y avoir sur place. Tout à fait. Donc du coup, c'est vrai que le porte-à-porte est assez complet là-dessus. Ça va permettre, lors de la validation, de valider un document qui sera contextualisé avec un numéro d'ordre de mission et surtout un coût qui sera très très proche de la réalité puisque le coût réel pour tout ce qui est réservable, en tout cas, sera bien réel et les estimations seront basées sur les plafonds de l'entreprise, donc ils seront très proches de la réalité. On va voir quelques petites copies écran, voilà, de la manière dont on gère effectivement la validation, le curseur de la politique voyage. Donc, on en a parlé tout à l'heure. La politique voyage a un impact fort sur la validation. On le sait, ça peut être un contexte de mission. Si on va dans des zones à risque, on peut justement nécessiter cette fameuse validation bloquante. Auquel cas, nous, dans Néo, on va pouvoir le mettre en place au travers de la politique voyage et le flaguer comme, par exemple, non conforme. Donc là, on voit à l'écran une disponibilité non conforme qui pourrait tout à fait passer par une validation bloquante. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'effectivement, la notification peut être tout à fait nécessaire pour tout ce qui est conforme. Donc là, on aurait plutôt un code couleur vert, et auquel cas, ça veut dire que c'est conforme à la politique voyage, et seule une notification suffirait. Ce qu'il faut retenir sur cette copie écran, c'est que finalement, Néo va avoir un curseur dynamique intégré dans l'outil lié à la politique voyage de l'entreprise et qui va déclencher le bon processus de validation. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, soit potentiellement, soit juste une notification, soit une validation quand je suis non conforme, etc., etc. Donc, c'est vraiment sur ce curseur-là qu'on va jouer. Tout à fait, le curseur dynamique de la politique voyage. Et donc, sur la deuxième copie écran que je vous ai mis, donc là, c'est plutôt pour illustrer justement le côté ordre de mission, la non-nécessité d'avoir un document annexe qui serait une troisième étape à la réservation et à la note de frais. Donc là, on va avoir un document contextualisé, comme on le voit sur la frise, avec tous les services qui auraient été réservés et ce fameux numéro d'ordre de mission que l'on voit entouré en haut à gauche et qui va être généré à la réservation. On voit tout à droite les estimations de dépenses plus le coût réel réservé de tout ce qui est réservable. On l'a vu, des services qui peuvent être réservés. Et donc finalement, ce document va être complet, contextualisé et va pouvoir remplacer ce processus d'ordre de mission plus réservation, plus note de frais. Ce qu'il faut savoir, c'est que le numéro, vous voyez à l'écran, le numéro d'ordre de mission, va suivre tout le processus de la réservation jusqu'à validation, mais également la note de frais. C'est-à-dire que la note de frais sera bien rattachée à ce numéro d'ordre de mission, ce qui fait que d'un point de vue reporting, on va pouvoir exporter le coût réel de la mission lié à un ordre de mission. Donc voilà, c'est assez important cette copie écran, elle illustre bien la possibilité pour Néo finalement de couvrir deux processus en un et donc du coup de raccourcir ces fameux délais de validation, voilà, pour y revenir encore une fois, parce que potentiellement pour un ordre de mission, on pourrait avoir qu'une notification versus 1 à 2 niveaux une première fois et 1 ou 2 niveaux ensuite. Oui, parce que j'imagine qu'un ordre de mission avant, où on estime que ça va être dans le déplacement zone à risque, où on sait déjà qu'il va y avoir quelque chose de non conforme, il va y avoir une ou deux validations, au moins 2 validations en amont. Une fois que c'est réservé, il y a encore 2 validations derrière, et finalement, on se rend compte que ce qu'on expliquait tout à l'heure, que pour le collaborateur, il faut que ce soit simple, rapide, etc. Finalement, on est complètement en dehors des clous. C'est ça. Et Néo, en fait, fait vraiment le lien, on va faire le lien avec l'expérience utilisateur. Ce qu'on veut, c'est avoir un processus fluide
et simple pour l'utilisateur. On ne veut pas alourdir, donc on parlait des valideurs, mais il faut aussi penser à l'utilisateur. Ça reste quand même un outil qui simplifie justement l'utilisation d'un point de vue utilisateur et pas que valideur. Ouais, moi je pense que c'est quelque chose, on arrive là à la fin de cette présentation et je pense que c'est on va vous laisser poser des questions, comme on disait, on a gardé un peu de temps pour ça. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment insister. Le process de validation, souvent, il est pensé d'un point de vue entreprise pour le contrôle des dépenses, pour la partie contrôle interne, audit, etc. Il faut bien oublier que le cœur du déplacement, ça reste le voyageur, la personne qui se déplace. Et ça, c'est fondamental et c'est ça qu'il faut garder en tête au moment où vous designez votre process de validation. Je rappelle que vous pouvez nous poser des questions, donc c'est en bas à gauche. Je vois que Thomas nous pose une question. Comment est généré l'ordre de mission en offline? Y a-t-il la nécessité de créer d'abord un ordre de mission avant de passer en offline? Il y a deux possibilités. En fait, dans Neo, on a tout simplement un module offline, ce qui veut dire qu'on ne souhaite pas réserver les services en ligne. On souhaite finalement envoyer le formulaire à l'agence de voyage. Dans certains cas, alors les cas qu'on retrouve plus souvent là-dessus, c'est les déplacements ou les déplacements complexes, ceux avec plusieurs destinations, ce genre de choses. Ceux avec plusieurs destinations, on reparle toujours des zones à risque. Souvent, cette partie-là des voyages, pour certaines entreprises, passe en offline. Donc ça, c'est la première chose. On peut aussi tout simplement, dans Neo, soumettre le fameux ordre de mission sans y ajouter de services valorisés tout de suite et transmettre le numéro d'ordre de mission à l'agence. Le processus n'est pas forcément celui que je conseillerais de faire, mais en tout cas, voilà, c'est une possibilité. D'accord, donc le fait de passer en offline peut générer la création d'un ordre de mission automatiquement. Qui serait dans l'outil, tout à fait. Ce qu'on va plutôt vous conseiller, effectivement, ça va être d'utiliser le module offline où vous aurez un numéro qui sera effectivement transmis à l'agence de voyage. Très bien. Thomas, j'espère qu'on aura répondu à votre question. Alors j'ai une autre question qui va être posée. Bien. Anastasia a hésité, mais finalement... Thomas, j'espère qu'on a répondu à votre question. En tout cas, n'hésitez pas si jamais vous voulez plus de précision. Je rappelle également que la présentation que l'on vient de faire sera disponible sur Webikeo. Donc, vous pouvez soit faire le replay, soit avoir accès directement à la présentation en format PDF. Et que au début de la présentation, vous retrouvez également nos informations de contact à Julie et à moi-même, si jamais, au bout d'un moment, vous voulez prendre contact directement avec nous ou nous poser des questions. On va juste attendre 2-3 minutes de voir s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions. N'hésitez pas, en tout cas, je pense que des fois, ça peut être important, des questions que les personnes se posent ou des questions que d'autres personnes hésiteraient à poser. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, si jamais vous en avez. En tout cas, merci beaucoup. Vous étiez assez nombreux. On était plus d'une vingtaine de personnes, donc c'était très sympa de tous vous avoir avec nous. Alors, l'ordre de mission Neo est-il accepté comme justificatif pour l'URSSAF? Alors, ce qui va être demandé d'un point de vue assurance, c'est d'établir finalement un numéro d'ordre de mission. C'est d'avoir un numéro interne pour justifier un voyage. Donc oui, effectivement, le numéro qui va être généré va pouvoir, au même titre qu'un autre outil d'ordre de mission qui serait en parallèle d'un outil de réservation, donc il n'y a pas de différence. L'URSSAF, en fait, demande comme justificatif le fait de préciser que le déplacement est bien à titre professionnel, que la société est bien au courant, etc. Exactement. Donc là-dessus, l'ordre de mission Neo, en tout cas, peut être accepté comme justificatif au niveau de l'URSSAF. Tout à fait, puisque c'est un document contextualisé qui va contenir l'intégralité des informations liées à un voyage. Et donc, on l'a vu tout à l'heure, d'un point de vue obligation RSE, on se doit de porter assistance à nos collaborateurs. Et d'un point de vue URSSAF, on se doit effectivement déclarer ce qui peut être fait au travers d'un outil, mais que ce soit aussi bien en note de frais ou en voyage. Ce numéro va pouvoir, et pas que ce numéro, le document qui va être généré et les informations qu'elle contient servira de justificatif. Tout à fait. Parfait. Écoutez, moi je vois pas d'autres questions. Alors peut-être que je passe à côté de certains d'entre elles, mais je vois pas d'autres questions. Si vous n'avez pas d'autres questions, Sylvie, peut-être. Alors en espérant que nous ayons répondu à votre première question correctement. En tout cas, voilà, je rappelle encore une fois que le document sera disponible en téléchargement. Il y a des informations de contact à Julie et à moi-même si jamais vous voulez prendre contact, si vous avez d'autres questions ou autres
très spécifique peut-être à votre contexte aussi, parce qu'encore une fois, on le rappelait, hein, le workflow de validation, pour l'optimiser, il faut aussi parfois penser contexte entreprise et se dire, nous, c'est un peu particulier parce qu'on a tel contexte, etc. Et du coup, c'est important aussi d'avoir cette partie-là. Ouais, je reste à votre disposition si vous avez besoin d'une démonstration plus poussée de la solution. Alors, pour les indemnités kilométriques, comment décrire les différents déplacements? Alors, les indemnités kilométriques, donc on a un lien avec Google Maps qui nous permet finalement de renseigner des adresses d'un point A à un point B, un point C, un point D, voire même point E, puisque c'est pas limité en termes de trajet, notamment pour les personnes qui se déplacent beaucoup sur une même journée. Et donc, on va avoir un calcul qui va se faire avec le barème de l'URSSAF, un barème que l'on tient à jour côté KDS tous les ans et qui va vous permettre d'afficher le remboursement aux collaborateurs, bien évidemment en tenant compte de la puissance fiscale du véhicule qui sera rattaché à son profil avec sa carte grise s'il le souhaite. Voilà, donc ces informations vont être, on va dire, calculées automatiquement et on sait aussi que certaines entreprises ont des barèmes qu'on va appeler maison qui peuvent tout à fait se paramétrer dans l'outil également. D'accord. Parce que les indemnités kilométriques, ce calcul, ça va être dans la note de frais. Oui. Du coup, est-ce que j'ai moyen, moi, de les déclarer en amont? Alors oui, on peut les déclarer en amont dans l'ordre de mission. Donc, tout à l'heure, sur la copie écran, c'est vrai qu'on avait les frais de bouche parce que c'est ce qui revient le plus, mais on pourrait tout à fait les estimer en amont, justement, dans les estimations de dépenses. En fait, finalement, on va choisir les dépenses qu'on souhaite estimer quand on va déclarer un ordre de mission. D'accord. Ce qui permet, du coup, dans ces cas-là, d'avoir un ordre de mission qui serve de garantie ou en tout cas en amont de mon déplacement. Par contre, encore une fois, je comprends tout à fait la notion de contrôle là-dessus. En restant sur la partie expérience utilisateur, il va falloir se poser la question. Pour votre part, nous avons des indemnités kilométriques mensuelles et les collaborateurs ne ressaisissent pas tous leurs trajets qui sont dans d'autres applications. Alors, il y a possibilité aussi de faire ça, Julie, hein, tu peux nous expliquer, mais soit on utilise Google Maps, soit le site à site, soit le collaborateur peut mettre à la main le nombre de kilomètres qu'il a fait. Tout à fait. Donc ça s'appelle c'est du déclaratif. Alors, c'est pas forcément ce qu'on va conseiller le déclaratif parce que c'est source de fraude et c'est l'objet d'un autre webinaire qu'on a déjà mené tous les deux. Donc c'est source de fraude le déclaratif. Malgré tout, si vous souhaitez mettre en place le déclaratif pour l'indemnité kilométrique, bien évidemment que c'est possible dans Néo. Voilà. Si vous avez la liste des trajets dans un autre outil tiers, et que derrière une action de contrôle qui permette de dire que ce qui est déclaré dans KDS Néo, c'est bien les trajets que je peux retrouver dans mon autre application, puisque par exemple pour les commerciaux ou autres, ça peut être le cas. Ça peut être intéressant. En tout cas, moi ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui il y a la flexibilité. Soit j'oblige le collaborateur à utiliser Google Maps, soit je suis sur du déclaratif. Soit j'ai du site à site et je peux aussi avoir ce qu'on appelle des templates. Je peux avoir des templates de lignes de frais incluant déjà les sites à site avec l'indemnité kilométrique déjà précalculée que je réutilise tous les mois ou toutes les semaines dans mes notes de frais en fonction de l'utilité. Donc, il y a beaucoup de possibilités pour l'indemnité kilométrique, même si finalement, ce qui est le plus utilisé reste malgré tout maintenant le lien avec Google Maps. Oui, tout à fait. Tu viens de le rappeler. C'est le cas aujourd'hui en charge de justificatif issu de ces applications dans Néo. Écoutez, très bien. Je pense que c'est effectivement aujourd'hui une bonne pratique. On rappelle, comme tu le disais tout à l'heure, que en plus sur les ICA, c'est une des principales sources de fraude de notes de frais. Je tenais en tout cas à tous vous remercier une nouvelle fois d'avoir participé à ce webinaire aujourd'hui. J'espère qu'on aura quand même un peu dégrossi le sujet et pas mal éclairci le sujet sur les workflows de validation. Je vous rappelle que la présentation est disponible toujours sur Webikeo ainsi que le replay de ce webinaire. Et vous pouvez retrouver également sur notre chaîne l'ensemble des webinaires que nous avions fait précédemment et donc un autre que nous avions déjà fait ensemble, Julie, sur la fraude aux notes de frais. Très intéressant également. Merci à tous. Merci beaucoup, merci à tous, merci à toi, Julie. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de journée.